Chapitre numéro 11 de SES. Quels sont les fondements du commerce international et de l'internalisation de la production? Alors, je tiens à dire bonne chance pour quiconque va écouter ce podcast-là, parce qu'il fait 20 diapos. Je m'en étais pas rendu compte quand je l'ai fait, parce que je l'ai fait en classe, mais il m'a pris 3 heures à faire. Bon, c'est pas grave, juste ça va être long. Partie numéro 1, les principales explications aux échanges commerciaux entre pays. Vous expliquerez la spécialisation des pays. Alors, on a d'abord l'avantage absolu par Adam Smith. En gros, c'est la spécialisation d'un pays. Il se fonde sur l'avantage absolu. La France, par exemple, elle fournit le meilleur Saint-Nectaire au plus bas prix, plutôt au meilleur prix. Enfin, c'est celle qui fournit le plus de Saint-Nectaire et que ça lui coûte le moins cher. Et du coup, la France, elle a tout intérêt à produire le Saint-Nectaire, et la France va sûrement avoir un monopole pour, en termes de vente de Saint-Nectaire, parce que bah, déjà, le Saint-Nectaire, ça se produit que à Saint-Nectaire. Enfin bon, c'est pas grave. Juste, vous avez compris que, genre, si en France, on a un avantage absolu à faire du vin parce que ça nous coûte pas cher et qu'on peut l'exporter facilement, et bah on a intérêt à faire du vin. Les avantages comparatifs par David Ricardo. Alors, en gros, un pays doit se spécialiser dans la production pour laquelle sa productivité est la plus élevée et la moins faible comparée à d'autres pays. C'est-à-dire que si en France on peut rien faire qui vraiment nous démarque des autres, comme l'avantage absolu, ou on peut pas faire, imaginons, de vin spécialement bon comparé au vin anglais, et ben on va se contenter de faire des choses dans lesquelles on n'est pas trop mauvais, mais meilleur en comparaison des autres pays. En gros. Pour le Portugal, il produit pour 1 drap 1,2 vin. Du coup, le Portugal, il a tout intérêt à faire du vin, et pour l'Angleterre, elle produit pour un vin 1,2 drap. Du coup, l'Angleterre, elle a tout intérêt à faire des draps. C'est ça l'avantage comparatif. Le Portugal, c'est pas le pays qui fait le plus de vin, l'Angleterre, c'est pas le pays qui fait le plus de draps, mais c'est des pays qui ont des avantages comparés à l'un ou l'autre pour faire tel ou tel produit. Alors, la dotation factorielle par HOS. La spécialisation s'explique alors par l'abondance relative d'un facteur par rapport à un autre. Hem, l'abondance d'un facteur, c'est ça la dotation factorielle. Par exemple, en Chine, ils ont beaucoup de facteurs travail et de facteurs capital, et du coup, ils peuvent faire des smartphones pas trop chers, tout ça, tout ça. L'Allemagne a beaucoup de facteurs, capital, du coup, l'Allemagne, elle peut faire des voitures. Et au Bangladesh, par exemple, ils ont beaucoup de facteurs travail, du coup, ils peuvent, beaucoup, permettre aux pays de se délocaliser dans leur pays et faire beaucoup travailler leur population. Vous expliquerez les échanges commerciaux entre pays comparables. Alors le commerce intra-branche, ou la différenciation des produits. On a la différenciation horizontale, deux produits sur une même branche horizontale, issus d'une même activité, sont deux produits qui ont une qualité identique, mais différents. Genre une Häagen-Dazs, une glace Häagen-Dazs, pardon, c'est pas pareil qu'une glace Miko, mais elles ont la même qualité, mais pour autant c'est pas pareil, et les gens vont les acheter soit l'une soit l'autre, parce qu'ils préfèrent soit l'un, soit l'autre. Et ensuite la différenciation verticale, c'est le même produit mais pas la même qualité. Genre une Fiat Multipla, c'est pas pareil qu'une Lamborghini, ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer, mais bon voilà. Profiter des avantages comparatifs de chaque pays. Pardon, c'est le découpage. Par exemple, pour faire l'A320, un A320 c'est pas un avion 100% français, c'est un avion avec des pièces d'Allemagne, de Chine, des États-Unis, tout ça, ce qui fait que du coup, comparé à si je demandais à la France de faire entièrement la 320, ça revient à moins cher de demander au pays de faire et d'importer leur partie d'avion différente que si moi je fais tout à 100%. Partie numéro 2, l'internalisation de la production. Alors, vous expliquerez la source de la compétitivité d'un pays. La compétitivité, ça se base sur trois critères principaux. La compétitivité prix, sur le prix, en baissant le coût unitaire, on est plus compétitif. Hors prix, du coup, en augmentant nos innovations, en innovant, on est plus compétitif. En baissant le coût de nos salariés, du coup nos travailleurs, bah, il y aura plus de gens qui vont venir délocaliser leur entreprise chez nous, ou enfin voilà. Et du coup, si on peut payer les gens moins cher, t'es plus compétitif. Vous expliquerez l'internalisation de la chaîne de valeur. Alors, localiser les étapes de production dans des pays différents en fonction des avantages comparatifs. On va ainsi se pencher sur la courbe du sourire. La courbe du sourire nous indique que les étapes les plus coûteuses dans la création d'un produit, c'est au début et à la fin du produit. C'est-à-dire lorsqu'il y a des gens qui, sur des bureaux, choisissent le design du nouvel iPhone, ça coûte de l'argent, il faut payer ces gens-là, il faut payer ce qu'il va faire. Ensuite, lorsqu'on arrive au milieu de la courbe du sourire, il faut faire le produit, ça coûte juste de l'argent, mais ça c'est pas compliqué, et puis ça coûte pas tant que ça. Ensuite, lorsque on va vendre l'iPhone aux gens,
il faut pouvoir gérer les services après-vente. Ça coûte de la money, des pépettes. Et mais du coup, c'est les étapes là où on va l'après-vente et lorsqu'on n'a pas encore commencé à faire le produit, lorsqu'on imagine le produit qui coûte le plus cher. C'est ces étapes qui sont faites dans des pays les plus riches en général, et c'est l'étape de la fabrication qui sont faites dans les pays les plus pauvres. Parce que du coup, on a les avantages comparatifs, enfin voilà. Le phénomène de fragmentation peut être désigné par plusieurs termes. Découpage, dégroupage, délocalisation, spécialisation verticale, commerce des tâches, etc. Il s'agit toujours de souligner que la production de valeur ajoutée ne se réalise plus dans un seul endroit. Mais lorsqu'on fait par exemple des Doc Martens, bah surtout aujourd'hui, les Doc Martens, elles sont délocalisées en Asie, ce qui fait que du coup, Doc Martens, ils ont plein de fric, et ils peuvent nous vendre des chaussures en faisant genre que c'est des chaussures de putain de bonne qualité parce qu'elles coûtent 180 €, alors que c'est des chaussures qui sont faites en Chine, et qui puent la merde, et qui, voilà, et qui s'usent super vite. Genre, mes premières Doc Martens, elles ont tenu 2 ans, mais comment dire que là, si je les reprends dans ma main, bon, c'est une pantoufle, quoi, enfin, c'est plus rien. Du coup, c'est pour ça que je fais ma petite pub, allez acheter des Solo Vert. C'est une entreprise qui a racheté les anciennes entreprises de Doc Martens avant qu'ils se délocalisent en Asie, et qui font toujours des chaussures faites en Angleterre, de putain de bonne qualité. Et allez acheter Solo Vert, pas Doc Martens Made in England, parce que c'est pas pareil. Et que même les Made in England, elles sont pas ouf. Genre, c'est mieux Solo Vert. Enfin bref, voilà. Partie numéro 3, les effets du commerce international. Vous expliquerez les conséquences du commerce international sur les inégalités et les prix. Sur les prix, le commerce international, on a vu, ça permet la spécialisation. Les deux premières slides qu'on a vues de la première partie, ça parle des gains de productivité selon David Ricardo, et de la dotation factorielle avec HOS, la baisse des coûts. Et en gros, ces deux parties-là, elles permettent une baisse communautaire, une baisse des prix et ultimement une hausse du pouvoir d'achat. Du coup, sur les prix, quel impact? Baisse des prix. Alors, les effets sur les inégalités, selon la courbe de l'éléphant, alors on va pas se pencher sur ce que j'ai écrit en haut de la slide, c'est équivalent à ce que j'ai fait sur la dernière slide, enfin, voilà. On va se pencher sur la courbe de l'éléphant qui est très goofy, qu'on peut voir sur le slide. Et en gros, la courbe de l'éléphant, comment on l'interprète? Sur la courbe des abscisses, c'est-à-dire celle qui est horizontale, on peut voir que, enfin, le premier chiffre, c'est-à-dire les premiers 10, c'est les 10% les plus pauvres. Et plus t'augmentes de 10 en 10, plus c'est des gens riches. Genre, les premiers 10 qu'on voit, là où la courbe, elle commence à monter, c'est les 10% les plus pauvres, et le 90 et 100, c'est les plus riches. Vous comprenez bien le sens de la courbe. En gros, du coup, le commerce international, il a impacté les 10% les plus pauvres, du coup c'est pour ça que on voit une forte augmentation aux 10, on voit que la courbe elle augmente beaucoup, qui ont vu leur situation s'améliorer de 20%. C'est pour ça que bah, ça a augmenté. Cependant, les 20% les plus riches ont vu leur situation stagner. Alors, je me suis trompée, c'est pas 20% les plus riches, c'est 80% les plus pauvres. C'est-à-dire qu'on regarde la courbe de l'éléphant, on voit que ça monte, ça monte, ça monte, et puis à un moment donné, ça descend à 80%, et puis ça se remet à monter. Pourquoi donc? Euh, Le commerce international, ça a impacté beaucoup de métiers de gens, notamment les gens qui avaient des métiers plus pauvres ont vu leurs revenus augmenter. C'est pour ça que les 10% les plus pauvres, ils sont moins pauvres. C'est toujours plus pauvres, mais leurs revenus ont augmenté. Du coup, ils sont pas vraiment moins pauvres. Euh, et ça a impacté tout le monde, sauf les gens qui sont dans des pays riches et qui étaient déjà dans la classe moyenne. Genre, si vous êtes prof, le commerce international, ça va pas vraiment vous aider. Et bah, c'est là que se situent les 80% les plus pauvres. C'est genre nous à peu près, nous Français moyens. Et bah, du coup, ça aide à peu près tout le monde, sauf les gens qui sont moyens dans des pays riches. Et ça aide aussi les plus riches parce que eux, bah, ils sont à la tête du commerce international et évidemment, ils vont se faire encore plus de pépettes. Le débat entre libre-échange et protectionnisme. On va commencer par le libre-échange. Alors, le libre-échange, c'est une doctrine favorable à la suppression de toute barrière aux échanges des produits et des capitaux entre différentes nations. Si en France, au début, on était très fermés et on se disait, tiens, on va laisser passer personne, et que d'un coup, on ouvre nos barrières, on ouvre nos douanes, tout ça, aux produits de différents pays de l'Europe, bah, on fait une politique de libre-échange. Genre, la SNCF qui permet aux concurrents de tout pays de venir en France pour concurrencer la SNCF, et bah, c'est une mesure de libéralisation du secteur ferroviaire. Du coup, pour bien avoir compris le libre-échange. Les avantages.
On a des avantages comparatifs, un pays a intérêt à se spécialiser et à échanger, du coup on peut échanger entre pays qui se spécialisent, c'est bien. Plus de marchés touchent les pays et ces pays augmentent leur production, bon on revient à la même chose. Une réduction des prix, très important. Une hausse du pouvoir d'achat et de la demande des biens et services, une hausse de croissance, une hausse de la compétition et du transfert de technologie et de l'innovation. C'est normal, on ouvre nos frontières à tout le monde, du coup le transfert de technologie entre pays c'est facile. Enfin, voilà. Les inconvénients. Alors, le problème lorsqu'on est dépendant de tout le monde, c'est que lorsqu'il y a une crise et ben, que les autres ne peuvent plus nous aider, on est un peu dans la merde. C'est le problème du Covid-19. Ensuite, la difficulté pour les pays en voie de développement de se développer face aux géants de la mondialisation. Bah, lorsque tu as un pays qui n'arrive pas à se développer de base, tu aimerais bien pouvoir fermer tes frontières pour développer tes entreprises petit à petit et les aider à se subventionner. Mais quand il y a déjà les géants ailleurs qui s'implantent chez toi et qui volent le peu de PIB que t'as, bah, tu peux pleurer un petit peu, quoi. Euh, la délocalisation des tâches peu qualifiées, bah, le fait de permettre aux pays de venir gratuitement, ça va faire que pour les pays qui ont des main-d'œuvre bah, très basses, on pourra continuer à les exploiter parce qu'il y aura des pays qui viendront et qui les payeront, toujours aussi bas. Le protectionnisme tarifaire, avec une barrière centrée sur les prix. La taxe de produits importés, des droits de douane, une subvention politique, et ensuite le protectionnisme non tarifaire, une barrière centrée sur les quantités, avec des quotas d'importation et des normes techniques. Ça, c'est les deux types de protectionnisme qu'il y a, qu'il faut connaître. Le protectionnisme, c'est une politique douanière qui vise à protéger l'économie nationale contre la concurrence étrangère. Alors, comme avantage, on a protégé les industries et les emplois nationaux de la concurrence internationale. On peut faire un objectif d'autosuffisance, si on veut. Ça crée des emplois dans notre pays. Mais comme inconvénient, il n'y a pas de diversité de produits disponibles, on a des prix qui sont plus élevés, il y a peu de grandes entreprises et un retard des avancées technologiques, tout ça parce qu'il n'y a pas assez de concurrence. Et que quand il n'y a pas de concurrence, les entreprises elles vont pas se gêner pour bien mettre les prix bien haut, parce que de toute façon il n'y aura personne pour venir les déstabiliser et proposer un produit plus moins cher.